Merci beaucoup. Alors, déjà, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsque professeur Abdelali Abbour, il y a quelques jours à peine, m'a proposé de venir, je n'ai pas hésité à dire oui parce que d'abord, pour moi, c'est un devoir d'être présente dans les facultés, dans ma faculté. Donc, je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, professeure à la faculté de l'Agdel, de Rabat Agdel. Et donc, à chaque fois qu'une autre faculté fait appel à moi, je n'hésite pas à dire oui parce que ça fait partie du travail justement de l'enseignant-chercheur de s'investir dans la vie scientifique de notre pays et d'ailleurs. Alors, je suis très heureuse d'être en présence de monsieur le professeur, de monsieur le doyen et le directeur du laboratoire Essor, de madame la députée, très honorée et vraiment heureuse de pouvoir faire votre connaissance. Et puis, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dressé un très beau panorama, très intéressant, fluide, du droit français et du droit européen de manière générale. Je remercie professeur Abbour déjà pour l'invitation et puis pour la présentation tout à fait intéressante au niveau de l'allocution d'ouverture. Et encore une fois, je voudrais dire tout le plaisir d'être parmi nos collègues. Alors, franchement, moi, j'étais dans l'optique d'une table ronde. On m'a un peu induite en erreur. Table ronde, informelle, fluide. J'étais pas dans l'esprit estrade. Vous m'avez bien eu. Je me dis, ne prépare rien, ça va être très informel. Et je me retrouve dans un format de colloque. Mais bon, je vais essayer de partager avec vous de manière un peu moins formelle, on va dire. Donc, actualité, moi, quand j'ai vu actualité du droit des affaires, j'ai eu le même réflexe que professeur Srali. Droit des entreprises en difficulté. D'abord parce qu'on est en pleine actualité, effectivement. Il y a eu une loi d'ampleur, la loi 73-17 qui a réformé le livre 5 et puis qui a eu des apports significatifs. Et puis, Covid-19 oblige, on a cet instrument qui vient au chevet des entreprises malades et donc on a cet aspect thérapeutique, curatif. Et donc j'étais dans l'idée de parler du droit des entreprises en difficulté. J'espère ne pas être en double emploi avec professeur Srli. Je vais essayer donc d'orienter sur des aspects qu'il n'a pas abordés, sachant que son intervention est extrêmement riche et tout à fait intéressante et passionnante à suivre. Alors, vous le savez, pour les personnes, et je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui se passionnent pour le droit des entreprises en difficulté. Effectivement, c'est un droit, je vous le concède, passionnant. Ce n'était pas une spécialité de première intention pour moi. Moi, je suis spécialiste de la société anonyme plus particulièrement, mais j'ai enseigné cette matière et je me suis passionnée par cette matière et j'ai retrouvé cette même passion auprès des doctorants. Beaucoup d'étudiants s'intéressent à ce droit. C'est un droit technique, complexe, mais pas rebutant. Il est passionnant. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire, c'est un droit expérimental. On est vraiment dans de l'expérience avec le droit des entreprises en difficulté. On teste des solutions. Ces solutions vont impacter directement les acteurs économiques, le marché, la confiance, la sécurité des transactions et des rapports juridiques. Et donc, les législateurs sont extrêmement attentifs par rapport à cette matière centrale qui va conditionner finalement la propension de chaque système économique à finalement valoriser une donnée essentielle qui est la donnée de confiance. Alors, j'écoutais hier le gouverneur de la Banque du Maroc, M. Jouahri, qui parlait justement de la confiance et combien cette confiance était un élément central pour la prospérité économique. Et je le dis toujours à mes étudiants, le droit, l'une des missions essentielles du droit, c'est de consolider, de renforcer la confiance et la stabilité des rapports juridiques. Et le droit des entreprises en difficulté a été justement construit autour de cette idée de confiance, même en crise. Parce qu'une entreprise en difficulté, c'est une entreprise en crise. Qui dit crise dit manque de ressources financières. Je n'ai plus d'argent pour payer mes créanciers. Le droit intervient, c'est le pompier, c'est le médecin, c'est l'équipe thérapeutique qui va prendre à bras-le-corps cette entreprise, l'accompagner dans son processus de rétablissement et puis accompagner surtout toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les créanciers, les fournisseurs, les salariés, les accompagner pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors, c'est un droit compliqué
Parce qu'il est très difficile de forger des solutions législatives qui soient des solutions d'équilibre. Il est très difficile de poser le curseur sur un point, au niveau d'un point d'équilibre qui permet de satisfaire tous les intérêts. J'ai l'habitude de dire que le droit des entreprises en difficulté est un droit d'antagonisme. C'est un droit qui essaie de forger des équilibres entre des intérêts qui sont contradictoires, mais tout aussi légitimes. On a l'intérêt de l'entreprise en difficulté, donc l'entreprise, c'est un être économique autonome qui exprime un intérêt propre. Quel est l'intérêt de l'entreprise? C'est la pérennité, c'est la continuité, c'est la prospérité. À côté de ça, on a l'intérêt des créanciers. L'intérêt des créanciers, c'est d'être payé le plus tôt et le mieux possible. On a l'intérêt des salariés, c'est de continuer à avoir un travail. L'intérêt de la communauté étatique dans laquelle s'implante l'entreprise, etc. Donc on a en fait des intérêts qui sont ambivalents, qui sont contradictoires. Et la mission du législateur, c'est de forger des solutions qui vont permettre justement de donner la satisfaction, j'allais dire la moins dommageable possible, à chacun de ces ou à chacune de ces parties prenantes. Alors, le législateur marocain, bien évidemment, a accordé une attention, encore une fois, soutenue aux droits des entreprises en difficulté. Professeur Sqali l'a dit, on a eu une véritable révolution législative par rapport donc, à la prise en charge des difficultés des entreprises, puisqu'avec le Code de commerce de 1996, on est passé d'un droit d'exécution, de procédure d'exécution, donc liquidation, faillite, un droit véritablement de prise en charge curatif, thérapeutique, préventif, professeur Sqali le disait, des difficultés des entreprises. Donc, aujourd'hui, on a un droit tout à fait exorbitant, particulier, exceptionnel. C'est un droit perturbateur du droit commun. C'est-à-dire qu'il va mettre en place une parenthèse d'exceptionnalité juridique au profit de l'entreprise en difficulté. C'est un malade, l'entreprise est traitée comme un malade, d'accord? Et lorsque le malade a la capacité de se ressaisir, que fait le médecin? Il l'accompagne. Il l'accompagne en lui procurant des traitements qui sont des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires lourds, pesants. Sauf qu'ici, à la différence des malades, personnes physiques, les effets secondaires ne sont pas supportés par l'entreprise elle-même. Ils sont surtout supportés par son entourage et plus particulièrement par les créanciers. Donc, le législateur marocain, en 1996, s'est totalement inscrit dans la nouvelle approche du droit des entreprises en difficulté. Il a installé, tout à l'heure, Madame Valérie parlait justement du mimétisme législatif. Il s'est installé, il s'est réinscrit dans ce fameux mimétisme législatif qui le caractérise et il a repris l'essentiel du droit français des entreprises en difficulté. Donc on a bien évidemment tous les outils qui sont réglementés par le Code de commerce. Bien. Quel a été le résultat de cette réforme? Parce qu'une réforme pareille, on poursuit, encore une fois, on est dans un droit expérimental, dans un droit qui poursuit un objectif économique. L'objectif économique, c'est quoi? C'est de réussir à restructurer les entreprises qui sont en difficulté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise est dans une crise et qu'elle est en capacité de continuer son activité, le rôle du législateur, c'est de lui donner les outils qui vont permettre à cette entreprise de continuer son activité tout en payant ses créanciers de manière échelonnée, étalée dans le temps. Donc, logiquement, dès l'adoption de ce droit, de ce nouveau droit des entreprises en difficulté, on était en droit de s'attendre à plus d'entreprises sauvegardées. En fait, les résultats, je vous le dis très franchement, ont été catastrophiques. C'est-à-dire qu'on a une très forte prévalence des entreprises, des procédures de liquidation. Mais je rejoins le professeur Sqali, ce n'est pas un échec en soi, parce que liquider une entreprise, c'est souvent nécessaire et c'est la bonne solution. Ce qui est plus inquiétant et plus grave et qui manifeste clairement l'échec de notre droit et surtout de son application pratique, c'est que parmi les rares procédures de redressement qui sont donc adoptées, ouvertes, eh ben, on attend 10 ans, parce que souvent c'est des procédures qui durent 10 ans, et à la fin des 10 ans, un constat, on ne peut pas redresser cette entreprise, donc on va la liquider. Donc, et ça, c'est un paramètre essentiel qui nous permet véritablement de mesurer l'ampleur de l'échec pratique de l'implémentation du livre 5. Donc, il a fallu se ressaisir, il a fallu trouver des solutions parce qu'on était dans un système de double peine. Les entreprises ne sont pas redressées et les créanciers ne sont pas payés. On a reçu un électrochoc avec donc, le classement 2017 Doing Business où le Maroc a été mal classé
parce qu'il protégeait mal ses créanciers. Donc on avait un paramètre qui était très dégradé, le paramètre relatif à la couverture de l'insolvabilité. Et donc c'est cet électrochoc, parce qu'on a attendu la réforme pendant très longtemps, mais c'est ce fameux mauvais classement du Maroc dans le rapport Doing Business qui a fait réagir très vite, peut-être trop vite, le législateur marocain. On a adopté un projet de loi, on l'a fait voter, pratiquement à l'unanimité au niveau du Parlement, et donc il a été introduit, il a remplacé l'ancien livre 5. Donc peut-être, quels sont les principaux apports de cette loi 73-17 ? Est-ce que véritablement elle change les choses ? Donc je vais essayer de vous démontrer qu'elle apporte des choses, mais que malheureusement, c'est l'implémentation pratique du livre 5 qui est totalement dysfonctionnelle. Donc, par rapport à l'entreprise, ou plutôt je vais commencer par les créanciers, puisque cette loi a été d'abord adoptée pour mieux protéger les créanciers. Donc, une question simple, qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau du traitement de l'insolvabilité? Est-ce qu'elle a mieux protégé les créanciers qui sont confrontés à un débiteur qui ne peut pas les payer? Qu'est-ce que cette loi a apporté? Elle a apporté, premièrement, un organe de représentation des créanciers, et ça c'est tout à fait nouveau dans notre droit. C'est la fameuse assemblée des créanciers. Donc c'est un organe, une assemblée, qui réunit l'ensemble des créanciers qui ont déclaré leurs créances sous la présidence du syndic et qui a des pouvoirs importants pour influer sur le cours de la procédure. Alors qu'est-ce que ça change par rapport au passé? Ça change qu'auparavant les créanciers étaient des témoins passifs de la procédure. Ils étaient représentés uniquement par ce qu'on appelle le créancier contrôleur, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, en fait très peu de pouvoir, un rôle tout à fait réduit, périphérique. Et donc, en fait, ils étaient encore une fois des touristes dans la procédure et pourtant leur intérêt était strictement et de manière tout à fait fondamentale impliqué par la procédure. Donc aujourd'hui, on a une assemblée, un organe, l'assemblée des créanciers, qui peut, et ça c'est très important, présenter un plan de redressement alternatif, c'est-à-dire qu'on lui présente un plan de redressement. Il lèse de manière trop claire les intérêts des créanciers. Les créanciers disent non, on ne veut pas de ce plan. Voilà ce qu'on vous propose. Une solution alternative qui protège mieux nos intérêts, qui permet en même temps à l'entreprise de continuer son activité. C'est très bien, c'est une bonne réforme par rapport à cette représentativité des créanciers. Mais il y a un problème. Le problème, c'est le champ d'application ou le champ d'action. À quel moment on va avoir recours à instituer cette assemblée? À quel moment on va le faire? Dans des cas qui sont très restreints. Dans deux cas, plus particulièrement, d'abord uniquement lorsqu'on est dans une procédure de redressement, je ne vois pas pourquoi. La sauvegarde pose beaucoup de problèmes pour les créanciers, il n'y a pas cet organe de représentation des créanciers. La liquidation également, on n'a pas recours à l'Assemblée des créanciers. Donc le législateur a été extrêmement restrictif, l'Assemblée ne joue que dans le cadre du redressement, mais pas dans tous les redressements, ça aurait été, entre guillemets, trop beau. Uniquement dans deux cas. S'il s'agit d'une entreprise qui est soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, vous savez ce que c'est, ce sont les sociétés donc anonymes et puis les SARL qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dirhams. Je vous ai écouté tout à l'heure par rapport à la réduction du seuil. Et nos experts comptables, nos commissaires aux comptes réclament exactement le contraire, rehausser le seuil de 50 millions de dirhams pour élargir tout simplement le marché de l'expertise comptable et de l'audit légal. Je ferme la parenthèse. Donc, uniquement les entreprises qui sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, autrement dit les grandes entreprises, ou les entreprises qui ont employé plus de 25 salariés l'année où a été déclarée donc la cessation de paiement. C'est uniquement dans ce cas, sans parler donc de la désignation optionnelle qui reste très rare. Donc, c'est très restreint. Qu'est-ce qu'elle a apporté également, cette loi? Elle a apporté un petit changement qu'on ne cite pas beaucoup, mais qui est un changement important parce que c'est un changement pratique au niveau de la déclaration. Alors, il y a un problème que tous les praticiens connaissent et savent très bien au niveau du droit des affaires de difficultés marocaines, c'est que, très régulièrement, les créanciers perdent le droit de se faire payer. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans ce qu'on appelle la forclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la forclusion? Parce que quand je suis créancier et que mon débiteur tombe en cessation de paiement et qu'il est en procédure collective, la loi m'oblige à déclarer ma créance. Donc, si je peux avoir une créance de 10 millions de dirhams, même avoir des garanties hypothécaire. Si je ne déclare pas ma créance est perdue, je ne peux pas prétendre au paiement de ma créance au niveau donc, de la répartition de l'actif ou du plan de redressement. Donc ici, il y avait un problème très grave. Et je vous le dis, les créanciers, de manière régulière, perdent beaucoup par rapport à cette sanction de forclusion parce que la déclaration est enfermée dans un délai. 2 mois à compter de l'ouverture de la procédure. Alors aujourd'hui, il y a une petite réforme, c'est que les 2 mois ne commencent à courir qu'à compter de l'avis personnel
de l'avis personnel adressé par le syndic aux créanciers qu'il connaît. Auparavant, c'était très restreint, ça ne concernait que les créanciers qui étaient inscrits. Donc c'est une sécurisation, parce que si je suis avisée personnellement, je reçois une information comme quoi une procédure est ouverte, je sais très bien que je dois déclarer ma créance dans un délai de 2 mois. Et on a un problème très important au Maroc. Je vous demande d'ailleurs, en tant que chercheur, de vous intéresser à ce problème. Le bulletin officiel n'est pas numérisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je ne suis pas accompagnée par un cabinet de recouvrement, je ne sais pas que mon débiteur fait l'objet d'une procédure collective parce que je n'ai pas accès en quelques clics au bulletin officiel. D'accord ? Donc, il y a eu un certain nombre de changements. Un autre changement intéressant également dont la doctrine ne parle pas beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, les créances postérieures, on ne va pas les payer toutes. On va payer uniquement les créanciers postérieurs qui sont indispensables à la continuité de l'activité. Ça, c'est une nouveauté importante qu'il faut pouvoir noter. Alors, du côté de l'entreprise, et je vais finir parce que je ne veux pas être trop longue, on a apporté ce qui a constitué l'outil emblématique de cette loi 73-17, la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, c'est quoi? Tout simplement, on va prendre ce qui marche le mieux dans le redressement et on va le mixer avec ce qui marche le mieux dans la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui marche le mieux dans la prévention? C'est la souplesse, l'anticipation. On intervient avant la cessation de paiement. Et qu'est-ce qui marche le mieux dans le redressement? C'est qu'on intervient avec vigueur, avec exorbitance, avec exceptionnalité. On va complètement neutraliser les créanciers, on va leur imposer toute une série de sacrifices. On a pris les deux, on les a mixés et ça a donné donc cet ovni qui est donc la sauvegarde. On sait bien évidemment qu'on a puisé dans le droit français, le législateur français ayant puisé lui-même dans le droit américain. Logiquement, théoriquement, c'est une procédure qui est censée marcher, puisqu'on intervient au bon moment et on intervient de manière vigoureuse. Ça ne marchera pas, je vous le dis très honnêtement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le problème ne se situe pas au niveau du texte. Le texte est est bien formé, on est dans la convergence réglementaire, il y a des outils qui sont très intéressants. Le problème au niveau de l'implémentation pratique. Quelques données, encore une fois, pour être dans la franchise, parce qu'en tant que chercheur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau de la période d'observation, le chef d'entreprise, dès qu'il a l'ouverture d'une procédure collective, il va se désintéresser complètement de la gestion de son entreprise. Parce qu'en lui, ce qui l'intéresse, en fait, ce n'est pas le redressement de son entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'effet d'aubaine, c'est-à-dire c'est d'être mis à l'abri par rapport aux poursuites des créanciers. Une majeure partie des chefs d'entreprise qui demandent l'ouverture d'une procédure collective la demandent surtout pour être protégés par rapport à leurs créanciers. Et on le voit, beaucoup de praticiens, moi je travaille beaucoup avec les praticiens, me font remonter ces informations, c'est que dès l'ouverture d'une procédure collective, on se désintéresse de la gestion, le syndic est très mal payé, donc lui-même ne fait pas son travail, et donc on a des bilans financiers, économiques et sociaux qui sont des bilans tout à fait stéréotypés, sans véritable valeur ajoutée. Il n'y a pas véritablement de contrôle. Et puis, il y a une lacune très, très grave, un dysfonctionnement extrêmement grave qui est au niveau du critère d'ouverture. Donc, moi, j'ai eu la chance d'accéder à beaucoup de décisions de justice en matière d'ouverture, de redressement et de sauvegarde. Et ce qu'on voit, c'est que les tribunaux n'ont pas des critères cohérents pour décider de ce que c'est que la cessation de paiement, c'est-à-dire le critère d'ouverture du redressement. Et il ne faut pas qu'on soit en cessation de paiement lorsqu'on est en sauvegarde. Donc, et là, c'est la jurisprudence qui est censée donner du contenu. Or, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette jurisprudence? On a une jurisprudence incohérente, désarticulée, irrationnelle, qui ne prend pas véritablement en considération la situation réelle de l'entreprise et qui se contente de dire oui ou demande du chef d'entreprise. Et quand on a des expertises qui sont diligentées par les tribunaux, ce qu'on a remarqué également, et ça c'est un gros problème des tribunaux et de la justice commerciale marocaine, le problème de l'indépendance, de l'objectivité, de l'expertise judiciaire. Quand on a des expertises judiciaires qui sont donc diligentées, elles sont systématiquement du côté du chef d'entreprise, toujours à dire oui par rapport à la solution qu'il préconise. Donc après, qu'on ne vienne pas s'étonner que... Moi, j'ai des praticiens, des avocats qui m'ont dit, en 20 ans, en 30 ans, on n'a pas vu une procédure de redressement aboutir au redressement réel de l'entreprise. C'est extrêmement grave, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, on a privé les créanciers de leur droit d'être payés, et à la fin des 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'arrive pas à redresser l'entreprise. Donc, c'est un échec total. On a créé un droit extrêmement perturbateur, exorbitant. Je suis pour
la mise en place de ce droit, parce qu'il faut pouvoir permettre aux entreprises de rebondir lorsqu'elles ont la capacité de continuer son activité. Mais attention, la mise en œuvre de ce droit doit être faite avec rigueur, avec sens de la responsabilité, de la pondération, et puis surtout, toujours s'inscrire dans la rationalité économique et dans l'orthodoxie juridique. Alors je m'excuse si j'ai été trop longue, trop passionnée. C'est un sujet, encore une fois, qui est très intéressant, et puis il y a des dysfonctionnements extrêmement graves dans la pratique, et c'est notre rôle en tant que chercheurs de le dire haut et fort pour que les choses bougent. Je vous remercie pour votre attention.